suis montréalais, je suis militant pour la légalisation du cannabis. J'ai un certain CV dans ce domaine. Je suis aussi directeur du Centre Compassion de Montréal, qui est un dispensaire de cannabis médical. Et je vous ai convoqué aujourd'hui pour annoncer officiellement mon intention de me présenter au poste de conseiller municipal pour le district de Jeanne-Mance. Je me présente comme conseiller municipal, comme candidat municipal indépendant, donc aucune affiliation de parti. C'est plutôt inhabituel de se présenter comme candidat indépendant, mais quand on parle de politique municipale, c'est à peu près le niveau de gouvernement qui, pour un candidat indépendant, est le plus accessible. Donc, si je me présente aujourd'hui et que j'annonce mon intention, c'est dans le but de gagner. Ce n'est pas dans le but de revendiquer ou d'attirer de l'attention, de m'en servir finalement comme tribune pour faire valoir des idées. C'est vraiment dans le but d'accéder au poste et de remporter une victoire lors des élections municipales prochaines. Quand on regarde les chiffres, c'est un but qui est tout à fait réalisable. On parle de 3000 voix finalement pour remporter la majorité, et pour une organisation, une petite organisation comme la nôtre, c'est tout à fait atteignable comme but. Déjà depuis que j'ai annoncé mon intention, j'ai reçu une vingtaine de courriers de gens de Montréal et même de l'extérieur du Québec qui sont tous en faveur et finalement qui veulent aider en faisant du bénévolat, en financement, qui sont plutôt ravis de voir une opportunité avec cette candidature, non seulement de remporter le poste de conseiller municipal, mais aussi de faire avancer plein de bonnes idées. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui que j'annonce notre programme. Et pour l'instant, parce que le programme il va évidemment s'élargir, mais on commence pour les résidents du district de Jeanne-Mance. Et mon but de me présenter, c'est vraiment pour représenter les citoyens et citoyennes de ce district. Il y a beaucoup de besoins dans le quartier, il y a beaucoup d'achalandage. C'est un des quartiers qui est probablement le plus utilisé par les gens justement qui n'y habitent pas. Et ça présente quand même des besoins et des défis particuliers pour les gens qui y habitent. Aussi un côté, évidemment, promotion de l'environnement et de la santé et la qualité de vie. Donc, les premiers points qu'on annonce aujourd'hui, c'est premièrement la promotion des toits verts. On sait que les toits verts, donc avec de la verdure, des plantes qui sont sur les toits, ça aide à réduire les coûts énergétiques et ça aide aussi à quand même nettoyer l'air et ça augmente finalement les espaces verts avec des endroits qui sont tout à fait négligés à ce niveau-là. Et c'est un besoin. Aussi plus de jardins communautaires dans le quartier. Il y a beaucoup d'endroits désaffectés qui finalement pourraient bien servir à être cultivés et aussi aider à des gens dans le quartier d'avoir un passe-temps constructif et pour eux et aussi pour augmenter les espaces verts dans le quartier sans aucun frais finalement parce que c'est les gens qui vont faire le jardinage qui vont s'en occuper. Aussi supporter et faire la promotion de tout ce qui est entrepreneuriat social et équitable. On sait qu'il y a commerce équitable beaucoup dans le café et d'autres produits, mais une nouvelle tendance émergente qu'on doit vraiment favoriser ici à Jeanne-Mance, c'est l'entrepreneuriat social. On a un exemple un peu plus au nord, le restaurant Robin des Bois, et il y a plein d'entreprises finalement qui sont des activités commerciales, mais qui ont une mission sociale et qui vont appuyer soit une cause ou c'est pour les œuvres de charité. Et c'est finalement une façon d'appliquer le capitalisme pour le bien de la communauté et prendre ces revenus-là et les redistribuer à l'intérieur de la communauté de façon constructive. Aussi, et quand on parle du quartier ici pour les résidents, je pense que c'est un point très important, tout ce qui est criminalité. Il y a énormément de problèmes de crimes contre la propriété. Et aussi d'autres problématiques liées à l'achalandage important dans le quartier. Et donc, un de mes grands projets et un point très important de la plateforme, c'est d'évaluer et d'identifier les crimes les plus courants dans le quartier. Et enfin, vigoureusement enquêter et appliquer ces lois-là dans les domaines de criminalité qui ont été identifiés comme étant des problématiques majeures. Et dans cet esprit-là, des premières étapes là-dedans, suite à une élection éventuelle de ma candidature, serait de mettre sur pied une escouade spécialisée pour contrer les vols de vélos dans le district.
et les vols de vélo et tout ce qui est le réseau de revente, c'est un fléau. Pour moi, avoir parlé aux gens dans le quartier, c'est presque impossible finalement de rester propriétaire d'un vélo plus que 6 mois dans le district de Jeanne-Mance. Et je pense qu'on a en masse de ressources policières. On regarde ce qui s'est fait l'année passée à Toronto. Il y a un réseau de vols de vélos. Ils ont trouvé 3000 vélos dans des entrepôts qui étaient revendus dans des boutiques. Ils avaient fait une enquête très exhaustive. Ils avaient mis des vélos comme des apôtres, finalement, et ils ont réussi à démanteler ce réseau-là. Et quand on parle d'un vélo qui vaut 1000 à 1500 $ pour un résident du quartier, c'est beaucoup d'argent et c'est quelque chose qu'on doit lutter vraiment vigoureusement contre. Autre besoin dans la communauté, on sait que dans le district de Jeanne-Mance, il y a un énorme problème de consommation de drogue par injection. Et dans le but d'améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes, d'éviter qu'on retrouve des seringues usagées et tout le problème d'itinérance qui va avec les drogues par injection, nous allons tout faire et pour discuter avec la province et avec le fédéral et aussi localement s'il faut financer indépendamment, mais l'ouverture absolument d'un site d'injection superfusée dans le district de Jeanne-Mance. Et c'est un sujet très d'actualité au niveau national, on en parle beaucoup à Vancouver, c'est un besoin, et pour la santé des utilisateurs de drogue par injection, et aussi pour la qualité de vie des gens qui habitent dans le quartier, qui ont évidemment des gens qui déménagent dans des nouveaux condos sur le plateau, évidemment, qui se retrouvent le lendemain avec des seringues et des condoms dans leur tour. C'est sûr que c'est un quartier urbain, on ne s'attend pas à... On n'est pas dans le West Island, là, on ne s'attend pas à dormir avec un silence complet dans notre appartement, mais il y a quand même un niveau qu'on peut essayer de réduire ces inconvénients-là pour tous les gens qui habitent dans le district, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Et finalement, ça n'en surprendra pas, évidemment, que un autre point important du programme, c'est une directive envers la police dans le quartier pour faire des causes de possession simple de marijuana la plus basse priorité policière. Donc, pour ce qui est de l'application de la loi sur la marijuana, la loi reste évidemment en vigueur, mais tout ce qui est cas de possession simple serait la dernière priorité sur la liste des points à aborder pour la police. Et ce qui finalement ressemble à ce qui se fait à Seattle, à Washington, il y a beaucoup de villes aux États-Unis qui ont une directive, San Francisco, que la possession de marijuana, c'est la plus basse priorité. Et donc, si, dans un moment donné quelconque, quelqu'un serait interpellé en possession de cannabis, il faudrait qu'il n'y ait aucun autre crime à enquêter ou qui serait en train de se produire pour que la police intervienne. Et si on regarde le niveau de criminalité dans le coin, ça fait qu'il y a vraiment beaucoup d'autres problèmes de criminalité à laquelle on devrait s'adresser au lieu de la possession de marijuana. Et, bon, vol de vélo, c'est un exemple, crime contre la propriété. Nous allons faire une analyse des statistiques par rapport à la criminalité dans le quartier pour vraiment cibler c'est quoi les crimes majeurs qu'il faut enquêter et contre lesquels il faut agir. Par contre, le cannabis n'en sera pas un de ces crimes. C'est, pour l'instant, le programme que je présente. Nous aussi, on demande à des gens de nous contacter, soit pour nous signaler quels sont les autres problèmes dans le quartier qui voudraient qu'on s'adresse. On en a déjà reçu depuis hier que le communiqué est sorti. On m'a déjà parlé d'ouvrir un centre communautaire intergénérationnel, donc où ce que les jeunes et les vieux, parce qu'il y a beaucoup de gens âgés, on ne les voit pas vraiment dans Jeanne-Mance, mais il y a beaucoup de gens âgés qui habitent ici depuis très longtemps. Et ils ont quand même une connaissance et un bagage à partager. Et donc un centre communautaire intergénérationnel pourrait permettre aux plus jeunes, finalement, de bénéficier un peu de la sagesse et des connaissances des gens dans le quartier. Aussi, un gros point, la qualité de l'eau. On sait qu'il y a de moins en moins d'eau en bouteille. Finalement, on décourage de plus en plus l'utilisation des bouteilles. Et pour ce faire, on doit vraiment s'assurer que la qualité d'eau dans les résidences, le système finalement d'eau potable de la ville, fournisse une eau de la meilleure qualité possible. Et donc, tout faire pour améliorer et faire en sorte que cette eau-là est de la meilleure qualité, et aussi parler de filtres, et s'il faut subventionner, aider les gens à avoir accès à des filtres pour, finalement, qu'ils soient en santé, et aussi pour réduire l'utilisation des bouteilles d'eau qui, on le sait, utilisent du pétrole pour être fabriquées, et donc remplissent aussi les dompes et ne sont pas toujours recyclées. Donc,
Ça, c'est déjà 2 points qu'on m'a rajoutés dans les derniers 12 heures. Je demande à tous les citoyens du quartier, ainsi que toutes les autres personnes concernées, beaucoup de commerçants, de bien vouloir me contacter. On vient de lancer un site web, c'est marcboris.ca, donc www.marcboris, que ce soit .ca.com ou .org, ils se rendent tous à la bonne destination. Et donc, on demande aussi des bénévoles. J'ai déjà reçu une vingtaine de personnes qui m'ont contacté, et dans le district, et dans la ville de Montréal, et même à l'extérieur du Québec, qui sont bien contents. Et donc, on va commencer tout de suite à travailler avec eux. On veut cibler les gens qui s'identifient à notre programme et aux différentes causes que l'on représente. Et d'ici 6 mois, étant donné qu'il y a à peu près 30 000 domiciles dans le district, c'est tout à fait réaliste de penser que je vais avoir le temps de cogner à toutes ces portes-là en 6 mois. Et par la suite, on verra bien le résultat lors du jour des élections. Donc, s'il y a des questions, sinon, ben, oui, allez-y. Au dernier conseil de l'arrondissement, on a adopté le PDU, le plan de déplacement urbain. C'est contesté par au moins un conseiller. C'est quoi votre position là-dessus? Écoute, je devrais me familiariser avec le dossier avant de me prononcer là-dessus. Et n'étant pas présent à la réunion de l'arrondissement, je vais certainement m'éduquer plus en profondeur et, s'il y a lieu, inclure ma position dans la plateforme. OK, c'était juste pour vous éduquer un tout petit peu, c'était un PDU, ça veut dire plan de déplacement urbain. Oui. Et c'était à propos de la circulation, surtout, ben, pas simplement la circulation, mais aussi le transport en commun. Puis, est-ce que c'est un grand dossier selon vous? Ah, c'est sûr, parce que dans le coin, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Les commerçants veulent plus de circulation, ils veulent plus de clientèle, et les résidents veulent moins de circulation. Évidemment, ils veulent un petit peu plus de tranquillité dans leur résidence. Et l'important, ça va être de trouver une solution finalement qui répond à ces deux besoins et peut-être trouver des endroits, évidemment, qui vont favoriser pour les commerces. Mais évidemment, c'est tout un défi. Et je n'ai pas, malheureusement, aujourd'hui de réponse à cette question, mais je vais vous assurer que c'est quelque chose que je vais étudier et que je vais avoir une très bonne réponse claire dans un très bref délai. Mais je comprends quand même bien l'enjeu et ce qui est et c'est vraiment dans un quartier urbain comme celui-là et qui est très achalandé. C'est toujours le cas. Ça a été pour le stationnement, ou quand ils ont refait la rue Saint-Laurent, ou tout ça, les commerçants qui n'habitent pas quand même dans le quartier, mais qui ont quand même beaucoup à apporter pour le quartier, que ce soit en revenus, etc., et aussi au niveau de contribuer à la qualité de vie. Et donc, il faut répondre à leurs besoins, mais tout en respectant le droit des citoyens de vivre paisiblement. Et comme je vous dis, comprenant bien l'enjeu, je vais m'arranger que la réponse, finalement, essaye de répondre à ces deux besoins-là. Le conseiller actuel, Michel Prescott, est ici depuis 27 ans. Oui. Vous pensez pouvoir le diriger? Je pense qu'il serait grand temps pour un renouveau dans le district. Avec tout le respect que j'ai pour M. Prescott, ça fait très longtemps qu'il est là, il est très bien connu, il fait quand même et a fait un bon travail, mais je pense qu'on serait prêt pour du 109. Les enjeux évoluent, les attitudes changent, et je pense représenter cette nouvelle vague de courant de pensée. Peut-être un mot sur le maire Tremblay. Comment vous trouvez l'administration Tremblay? Il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de questions sans réponse. Je ne ferai pas d'accusation sans avoir quelconque preuve, mais c'est sûr qu'on pourrait questionner l'intégrité de l'administration. Avant d'avoir plus de... Oui, je ne voudrais pas faire d'accusations livrées finalement de représailles, mais c'est le travail à Montréal. Mais en même temps, moi je me présente vraiment comme conseiller de l'arrondissement de Jeanne-Mance. Donc, pour ce qui est du reste de la grande ville, c'est bien que j'ai certaines idées et positions, mais ne me présentant pas au poste de la mairie, je pense que je vais quand même restreindre mon débat principalement à ce qui se passe dans mon district, et c'est là qu'on va mettre toute notre énergie. Et évidemment, en tant que... Bon, lorsque j'aurai la chance d'être élu,
Oui. Je vais devoir composer avec le maire qui sera en place à ce moment-là. Donc, je vais quand même laisser la porte ouverte à tout résultat éventuel par rapport à la mesure. Les pancartes, les publicités, les feuillets politiques, ça coûte cher. Comment vous allez financer votre campagne? Est-ce que vous allez utiliser beaucoup Internet? J'ai beaucoup d'intérêt de financement, et non seulement dans le district, mais partout au Québec. Et, par contre, les limites de dépenses sont quand même pas très élevées dans le district. On parle de dizaines de milliers de dollars pendant la campagne. Donc, on va être obligé d'être très judicieux dans comment nous allons dépenser ces ressources. Et j'ai aucun problème, à mon avis, on n'aura aucun problème finalement à atteindre la limite permise. Notre problématique, ça va être comment garder cette campagne à l'intérieur de ces contraintes-là. Et donc, on va être obligé de faire preuve d'originalité et de vraiment utiliser des bénévoles, et on en a beaucoup, et maximiser finalement le rendement pour chaque dollar qu'on va dépenser. Mais cet argent viendra où? De donateurs, de gens, beaucoup. J'ai un très important réseau, et à Montréal, et au Québec, qui, je pense, vont être très ravis de contribuer. Et vu qu'on parle d'un montant quand même, on n'est pas au fédéral, on ne parle pas des centaines de milliers de dollars, c'est une cible, un objectif facilement atteint. J'ai déjà des engagements de gens qui sont prêts à faire des dons pour la campagne. Là, les thèmes de votre programme électoral? Oui, qui sont les préliminaires. Évidemment, on va l'élargir pendant les 6 prochains mois, mais il faut bien partir dans quelque part. Ils ressemblent pas mal, ils sont, disons, de la même famille, je pourrais dire, d'un parti vert ou d'un parti comme Projet Montréal. Est-ce que vous avez l'impression d'aller chercher les électeurs sur ce terreau-là, du Projet Montréal? Nous, on va aller chercher des électeurs parmi les 30 000 qui sont dans le district. Peu importe de quel parti ils sont déjà des supporters. Je suis candidat indépendant. J'ai quand même parlé à d'autres personnes de d'autres partis municipaux. J'attends d'approfondir ces discussions, voir à quel point leurs idées peuvent contribuer à ma plateforme. Ça, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Mais je pense qu'au-delà des partis, puis en municipal, c'est vraiment la force des gens qui y participent. Et on n'a pas beaucoup de reconnaissance dans les politiques municipaux des partis, mais on a beaucoup plus de reconnaissance des individus qui y participent. Donc, je vais travailler avec tous les individus qui s'impliquent au niveau municipal pour faire avancer les bons dossiers. Et vous allez rencontrer M. Bergeron? J'ai toujours pas de nouvelles, mais évidemment, déjà l'annonce fait des vagues, donc je suis disponible pour rencontrer quelconque candidat à la mairie ou conseiller quand ça leur convient pour discuter des projets de mon programme et du district de Jeanne-Mance. Que ce soit le maire Tremblay ou que ce soit M. Labonté ou d'autres candidats dans le quartier, je suis tout à fait disponible. Ils sont toujours les bienvenus. Ils sont les bienvenus à me rencontrer, ils sont les bienvenus à mes conférences de presse et ils sont toujours les bienvenus lorsque je suis élu. Donc vous ouvrez la porte à une éventuelle affiliation Je ne ferme pas la porte à quoi que ce soit. Et pour revenir à M. Prescott, les dernières années, il a fait campagne, peut-être que c'est la seule campagne qu'il a faite, c'était contre les bars ou l'épanouissement de tous les bars le long du boulevard Saint-Laurent. Il trouve qu'il y a trop, comme beaucoup des résidents dans le coin. C'est quoi votre position là-dessus? Moi, j'aimerais bien, avant de m'avancer, consulter un peu plus, mais c'est sûr que c'est pas des bars qui manquent dans le district de Jeanne-Mance. Il y a peut-être d'autres commerces qu'on pourrait favoriser, sans toutefois démoniser non plus les établissements qui existent déjà. Et à part de la criminalité, peut-être on peut dire mineure, comme la vol des vélos, moi je suis un cycliste, donc je me suis fait voler mon vélo et je minimise pas. Je minimise pas ça, mais je crois que c'est la crime organisée enracinée sur le boulevard Saint-Laurent qui dérange plus de monde. Est-ce que ça c'est une préoccupation? Comme j'ai dit, nous allons étudier tous les chiffres par rapport à la criminalité et identifier les endroits criminogènes qui sont les plus importants et qui représentent finalement, qui affectent le plus de résidents. Et si ça s'avère que c'est le crime organisé, bien, ça sera
contre ces gens-là que les enquêtes seront visées. Mais il faut aussi se concentrer sur ce qui se passe dans le district. On n'est pas la GRC non plus ici, donc c'est sûr collaborer avec toutes les enquêtes, mais c'est vraiment identifier ce qui affecte les résidents. Et moi, je ne sais pas si les gens qui, dans leur résidence, avant de vraiment faire ces enquêtes-là et l'étudier, on va étudier les chiffres pour la criminalité. Ces statistiques-là existent. Je suis désolé, je ne les ai pas aujourd'hui, mais c'est un point qu'on va, pour faire vraiment une politique d'être sévère contre la criminalité, on va bien sûr identifier les bons endroits. Et les crimes contre la propriété, justement, ne sont pas mineurs. Et c'est peut-être une personne, un vélo par-ci, par-là, mais multiplié par je ne sais pas combien de citoyens, c'est des quantités d'argent majeures. Et si le crime organisé est impliqué dans la vente de vélos, ben écoute, ça sera ces gens-là qui seront visés. Et si c'est pas le vol de vélo, ben ça sera d'autres crimes. Mais encore là, je dois identifier les secteurs criminogènes les plus saillants avant de prendre ces démarches-là. Et aussi, rencontrer évidemment la police pour aider à ce qu'ils participent à identifier ces endroits-là. Les graffitis, c'est quand même minime, on va dire, mais les coûts multipliés, si vous regardez dans le quartier, c'est un fléau aussi. On ne devrait pas juste les nettoyer, on devrait enquêter et même enquêter de façon à attraper ces gens-là et les traduire rigoureusement en justice. Ouvrir un site d'injection supervisé, oui. Vous n'avez pas peur de vous heurter au syndrome du pas dans la cour? Le syndrome pas dans ma cour, c'est le problème, c'est que c'est déjà dans la cour. Ça ne pourrait pas plus être dans la cour. Ce qu'on voit souvent dans les problèmes de drogue par injection, c'est que les districts vont avoir tendance à vouloir déplacer le problème. Et donc, essayer justement de le passer dans la cour des autres. Ben, la cour des autres, là, c'est Jeanne Mance. Et au lieu de maintenant encore juste le déplacer dans une autre cour, et c'est très difficile, c'est d'ailleurs parce qu'il y a un certain côté d'anonymité dans la rue ici à cause de la quantité de gens qui viennent à tous les jours. C'est plus dans ma cour, c'est maintenant ça va être dans une chambre.